Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous avons réservé un épisode spécial. Nous avons hâte de vous faire découvrir les talents qui se cachent derrière les voix, les œuvres et les textes qui seront dits sur cet épisode. L'éloquence est la manière d'être. L'éloquence est la manière de parler. L'éloquence est la manière de convaincre, mais surtout, l'art de transmettre les émotions. Nous avons choisi de vous apporter notre touche personnelle à travers nos combats, nos valeurs, nos idéaux dans nos œuvres. Vous ne serez peut-être pas en accord avec tout ce qui sera dit. Vous ne comprendrez peut-être pas le point de vue de la personne. Et tant mieux. La contradiction n'est pas le mal. Le conflit n'est pas le mal. Les mots vous toucheront certainement. Du moins, nous l'espérons. Notre objectif est de vous faire parvenir notre art au travers de nos mots. L'éloquence est un art. L'art d'émerveiller, l'art de faire réagir, l'art de persuader. Si nous arrivons aujourd'hui à vous faire esquisser un sourire, un haussement de sourcil, un « what » ou un « yeah », c'est que nous y sommes parvenus. Alors, chers auditeurs et auditrices, nous vous souhaitons à tous une écoute tout en douceur et en sérénité. Nous allons commencer par quelqu'un qui nous vient de très, très loin. Elle s'appelle Siam, elle est en Australie en ce moment et elle a décidé de nous faire part d'un sujet qui lui tient à cœur. Et je dois avouer que de mon côté, je suis extrêmement impatiente à l'idée que Siam puisse nous dévoiler son œuvre, la pépite qu'elle a écrite. Siam, the floor is yours. Franco-marocaine expatriée en Australie, je suis Siam et j'ai 27 ans. La question de l'identité et du multiculturalisme est quelque chose avec lequel je vis depuis mon enfance. Issue d'un mélange franco-marocain, d'une mère marocaine et d'un père métissé, la problématique m'a toujours été adressée. Ou du moins aussitôt que née au Maroc, je suis arrivée vivre en France. J'avais 1 an. L'âge auquel j'ai commencé à expérimenter ce qu'était le multiculturalisme et les questions qui y sont rattachées. À 1 an, je refusais de m'exprimer en français. Langue avec laquelle je suis née, le français était pourtant l'une des langues officielles du Maroc et très communément parlée. Je lui préférais l'arabe, ou devrais-je dire le dialecte marocain, le darija. Était-ce une façon pour moi de lutter contre le dépaysement, un moyen de renouer avec mes racines, de m'accrocher à une identité? Déjà, à cet âge-là, une identité aussi petite qu'elle soit à laquelle il me semblait aussitôt être arraché. Et puis, les années ont fait leur travail. J'ai très vite troqué la langue d'une lignée d'Abou ou d'Ibn, génie du monde arabo-musulman, à celle de Molière, de Voltaire et des Lumières. J'ai excellé. Me hissant sans effort au premier rang des classes que je traversais, année après année. J'étais le fruit d'une immigration choisie, aisée, que certains qualifieront aujourd'hui d'intégrée. J'étais fière de ce que j'étais, sans vraiment le savoir moi-même. Paradoxe ou euphémisme d'une identité en puzzle, entre croissant au beurre et lune de miel. Jusque-là, j'ai vécu mon identité sans la questionner, tant bien que je ne savais pas qui j'étais. J'étais, invariablement au passé, jamais le « je suis » du présent. Anachronique jusque dans mon identité. Lorsque l'on me demandait de me présenter, je préférais le défaut à l'affirmatif. Quant à mes origines, je les justifiais en ressortant l'arbre de mon ascendance, en quête d'une forme de légitimité. Au Maroc, cela était aussi le cas. Finalement, je n'étais ni ici, ni là-bas, chez moi. J'étais fragmentée, je le suis encore désormais. Je suis, dans l'ensemble, un être au pluriel qui n'a pas encore trouvé son singulier. Je suis la France, le Maroc, et pourquoi pas l'Australie? Je suis d'ici, de là-bas, et de nulle part à la fois. Je suis, sans encore savoir qui. Franco-marocaine, expatriée en Australie, je suis Siam, et j'ai 27 ans. Oh là là, Siam, c'est excellent. Je savais que ça allait être génial, que ça allait être puissant. Mais là, c'est extraordinaire et je pense que énormément de personnes vont se reconnaître en toi, vont reconnaître le parcours
que t'as et que t'as pu vivre. Et j'espère que ça parlera à d'autres personnes qui ne comprennent pas ces problématiques. En tout cas, merci à toi pour ce super beau texte. Tu m'as bouleversée clairement et j'aime beaucoup ce que tu as écrit. Siam, je veux bien que tu nous dises un peu plus sur toi et pourquoi ce texte, pourquoi tout ça en fait. Alors je m'appelle Siam, j'ai 27 ans, et si j'ai choisi d'écrire ce texte et de le partager avec vous, c'est parce qu'il a une raison particulière pour moi, puisque je suis française et marocaine à la fois. J'ai toujours vécu en France aussi loin que je me souvienne, c'est d'ailleurs là où j'ai passé mes jeunes années, là où j'ai construit mes premières amitiés, là où j'ai été élevée, là où j'ai étudié, où j'ai obtenu mon master en marketing, et aussi là où j'ai obtenu mon premier emploi, toujours en France. C'est aussi là où se trouve en quelque sorte une partie de mes racines. Pour autant, j'ai toujours été aussi nourrie de la culture marocaine, que ce soit lors de mes visites annuelles dans ma famille au Maroc, lors d'échanges avec ma mère ou mon père en dalija, dialecte marocain dérivé de l'arabe classique. Et finalement, ce dialecte aussi, il a toute une importance, parce que même si on échangeait énormément en français au quotidien et que le français était notre langue principale, hein, on aimait aussi accorder ce temps au dalija, s'aménager des instants d'échange avec cette langue pour justement ne pas la perdre et la pratiquer au quotidien, parce qu'on sait très bien qu'une langue, si on la pratique pas, on la perd, d'autant plus quand cette langue elle est éloignée de la langue que vous pratiquez tous les jours, notamment en termes de sonorité, de prononciation, etc. C'est quelque chose qui se pratique, et je vous avoue que même en le pratiquant aujourd'hui, j'ai du mal avec certaines prononciations. Donc tout ça pour dire que c'est un héritage en fait auquel on est attaché, auquel je suis attachée, et j'y apporte aussi beaucoup d'importance, parce que pour moi c'est une richesse, autant aussi que ça peut être une source de questionnement, et c'est toujours une source de questionnement pour moi. Alors c'est assez complexe de dealer et jongler avec ces deux identités qui sont en fait un petit peu éloignées et pas tant que ça. Je parle pas forcément des valeurs qui sont plutôt similaires comme la solidarité, la fraternité, ces choses on va dire qui sont essentielles. Je parle plutôt du jeu d'équilibrer ce qu'on peut être amené à réaliser sur certains idéaux moraux. Par exemple, la pudeur. La pudeur, c'est un concept, c'est une notion, une valeur, peu importe, qui est appréhendée très différemment entre la France et le Maroc. Ça me fait penser d'ailleurs à des dilemmes auxquels j'ai pu être confrontée, mais aussi et surtout à la façon dont les gens ont pu me définir. Comme j'ai pu le dire dans mon texte, je suis étrangère dans mes deux pays. On me renvoie à mon identité marocaine en France, et on me renvoie à mon identité française au Maroc. C'est assez paradoxal. Et grâce à ça, j'ai aussi l'impression de vivre avec un système de valeurs hybrides qui est aussi une richesse pour moi, et qui me permet de me mouvoir entre ces différentes cultures, mais sans vraiment jamais en fait m'y sentir pleinement intégrée. J'ai le sentiment en quelque sorte que c'est aussi quelque chose que partagent beaucoup de personnes issues de l'immigration, immigrées tout simplement. C'est, on va dire, la question existentielle peut-être pour les personnes comme moi. Je te remercie Siam pour ce témoignage poignant. En effet, ce n'est pas toujours facile de jongler avec ces différentes identités, et surtout quand l'identité devient un dilemme. Donc je te remercie 1000 fois pour ce témoignage. Siam, pourquoi as-tu voulu parler de ce sujet tout d'abord ? Si j'avais un seul message à transmettre par rapport à ça, c'est que finalement c'est beaucoup de questionnements, mais c'est aussi beaucoup de richesse. C'est quelque chose qu'on peut pas vous enlever en fait, qui vous appartient. Vous êtes issus de plusieurs cultures, et grâce à ça, en tout cas moi, j'ai acquis pas mal de souplesse, on va dire, de malléabilité culturelle, d'une grande ouverture d'esprit. Et ça m'aide beaucoup dans mon quotidien ici en Australie, parce que tout simplement c'est une culture totalement différente de ce que je peux connaître au Maroc, de ce que je peux connaître en France, et ça m'ouvre aussi à d'autres choses. Donc vraiment c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, c'est une richesse, et vous savez peut-être pas idée à quel point c'est une chance, vraiment. Je pense que t'as tout dit, je n'ai plus rien à rajouter. Chers auditeurs et auditrices, c'était donc Siam, venu tout droit de l'Australie, qui nous parlait de multiculturalité et de son identité en tant que française et marocaine. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez adoré son œuvre, son texte. Chers auditeurs et auditrices, après avoir écouté ces belles paroles de Siam sur la multiculturalité, je vous propose maintenant de naviguer vers d'autres horizons. Notre prochaine invitée s'appelle Souhir Triki et elle nous vient tout droit de la Tunisie et elle nous a réservé
une superbe belle surprise sur un sujet tout aussi important. Bonjour Souhil, je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode spécial. Tu nous viens tout droit de la Tunisie et tu as un message super important à nous faire passer. Mais avant tout, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu, Souhil? Merci beaucoup de m'avoir. C'est Souhil Triki, étudiante en M2 Master de recherche en Management, Stratégie et Conseil à l'IHEC Carthage à Tunis. Je suis très ravie de partager ma passion avec vous. Merci Souhil. Si je ne me trompe pas, tu nous as réservé un très beau texte, écrit d'ailleurs par toi-même. Et si je ne m'abuse, ton texte parle d'une graine. C'est bien ça? J'ai prévu d'écrire selon une critique littéraire appelée éco-critique, qui fait une prise de conscience sur les liens entre l'homme et la nature. Et j'ai soumis la question de la durabilité à une expérience vécue par la graine, qui symbolise la fertilité, la durabilité, en racontant son parcours avec l'homme dans différents domaines d'activité, de l'agriculture au business, à la politique, etc. Waouh! Ça se voit que cette question a été durement réfléchie. J'espère que les personnes qui nous écoutent vont comprendre le message que tu souhaites faire passer à travers cette œuvre. Et d'ailleurs, j'ai envie de te poser la question suivante. Quel message est-ce que tu veux faire passer sur ce podcast? L'inconscience du citoyen, elle est facilement marquée par des messages consuméristes qui incitent à la satisfaction immédiate de ses besoins par tout moyen disponible. Donc la question de la durabilité, elle est souvent floue et employée de manière divergente dans les domaines, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment une vision holistique ou une vision d'ensemble qui unifie tous les domaines sur ce qui est durable. Donc voilà, flou, confusion, on s'inquiète pour les objectifs de développement durable. Si je résume donc, Souhil, ton objectif est de nous faire prendre conscience des problématiques qui tournent autour de l'écologie et du développement durable. Je veux que le monde soit plus conscient et subtil dans l'assimilation de ce qu'il reçoit des médias déjà et de sa vie courante, en se posant d'une part des questions sur la durabilité et encore d'usage, et en pensant d'autre part à un projet collectif et durable pour tous. Merci à toi Souhil pour ces explications. Je vais maintenant te laisser prendre la parole pour nous expliquer avec beaucoup d'éloquence ce qu'est le développement durable, l'écologie, à travers le cycle de vie d'une graine et nous éclaircir un peu plus les idées à tous ces niveaux. Merci. Toute perdue dans l'ampleur de ses dissimulations, la graine est partie en quête de soi-même. Arrivée aux périphéries d'une campagne, elle retrouve ses analogues, semés un peu partout, sollicitant une grâce de fertilité et d'abondance, nourrissant de leur progéniture un bétail obéissant et reconnaissant. Tout était sous contrôle, sous la mainmise d'un agriculteur habile et subtil dans ses choix. Les jours s'écoulent, dans un bruit familier, la moisson rassurante quelque temps, inquiétante d'autres fois, mais jamais éteinte sans renaissance. Jusqu'à ce que le champ reçoive, dans une matinée pas comme les autres, une camionnette dont le chauffeur était rencardé pour charger les moissons. Un peu plus loin, des humains, remontant à la crête d'un toit déterminé, planifient une accélération de cette monotonie immuable depuis chaque lever de soleil. La graine mémorise l'intention humaine alors qu'elle digère ses dernières observations à la campagne. Elle remonte derrière, discrètement, et elle repense en profondeur, sous une couverture noire en plastique, le regard humain d'au-dessus du toit. Un futur ombragé se dessine en guise de prédestin. La contemplation perdure silencieusement dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'elle se retrouve mêlée du bruit de la cité moderne à l'écho des cris de marchands, et qu'un frottement brusque et sec des freins du véhicule fait signe de suspension. Et hop! La graine ne peine plus à percevoir la lumière citadine pour quelques secondes, mais un peu en flou car elle se retrouve déplacée rapidement à l'entrepôt. Elle sort du lot pour faire l'état des lieux. Surprise! La nature entière est expatriée. 15 minutes passent sans dévoiler le plan.
Un chef, portant une casquette bleue, rentre pour la ramener à l'usine. Des machines un peu partout, suivant un ordre judicieux, sont montées pour une appétence particulière. La graine survole le processus de traitement de ce qu'elle entend être appelée matière première, jusqu'à ce qu'elle se retrouve elle-même opaque. L'Écosse, tout solide, et pourtant jugé stérile, sont mis à côté pour adresser la décharge et adhérer à une retraite précoce. À la fin, la graine dérivée, toujours emballée avec des milliers d'emprisonnés similaires, dans des sacs en plastique et d'autres en carton, des boîtes en verre et d'autres en cuivre, se manifeste discrètement dans des annonces publicitaires de tout type, sous un éclairage parfaitement étudié, pour faire rembourser la star de l'usine. Une première annonce est diffusée lors d'une foire internationale de business intitulée Sustainable Forever, dont les invités sont venus séparément en business class. Les commerçants basculent les graines emballées en montrant le label bio, marquant le paquet. La graine entend tout mal, à l'exception du mot d'ouverture du directeur de la foire où il dit « Consommez bien, achetez-en plein et restez sains ». Des applaudissements chaleureux clôturent l'événement en toute fierté, et les participants déclassent les paquets post-consommés à la retraite. Une deuxième annonce est diffusée lors d'une campagne électorale. La graine, encore perturbée, se voit imagée distinctement sur les affiches d'une vingtaine de partis politiques, prônant le développement durable comme priorité de leur plan d'action. Les citoyens, perdus dans la similitude écrasante, votent au hasard, en aspirant à une durabilité certaine. Ils empiètent la veille des résultats, les affiches engrainées, en tirant les feux d'artifice s'ils célèbrent la victoire, en chassant les concitoyens s'ils se révèlent de la défaite. Dans tous les cas, leurs expressions sont durables. Une troisième annonce est diffusée sur un plan de construction de la première piscine municipale durable. L'eau puisée est issue de puits dont le pH est testé non nuisible à votre peau et à vos cheveux. Le coût d'accès est abordable pour toute catégorie socio-professionnelle. La graine, invité spécial de la fête d'inauguration, assiste au centre de l'affiche, toute sèche et assoiffée. Et les annonces se déchaînent. La graine, durablement mâchonnée par toutes les doctrines, lance un appel à candidature pour un concours de réhabilitation de la classe des retraités. Aujourd'hui, je fais l'appel à une valorisation sacrée que j'ai longtemps prônée dans mes dissimulations, que j'ai aspiré à divulguer à une seule doctrine humaine durable qui partage un consensus sur ma définition. Hé, doctrine, venez me sauver de ce mâchonnement à tour de rôle. Impossible. Car je suis la mission d'une synergie, d'une résurrection. Et à la dernière minute, elle repose en paix au ventre, en essoufflant ces derniers mots. Ne m'étouffez pas, je suis nettement durable. Oh my god. C'était incroyablement beau, magique, et tu nous as fait voyager. C'est un sujet délicat et assez compliqué, je pense, aujourd'hui en tout cas. Et ce n'est pas toujours évident de prendre un tel sujet et d'en parler et de faire comprendre le message que tu as voulu nous faire passer. Donc j'espère vraiment que les personnes qui nous ont écoutés, que la communauté de l'art de dire a su comprendre ton message et que cela va impacter peut-être leurs attitudes, leurs comportements et tout simplement nous faire avoir une prise de conscience. Je te remercie encore une fois d'avoir participé à cet épisode et nous te retrouvons peut-être prochainement. Chers auditeurs, nous sommes passés par l'Australie et la Tunisie et je vous propose de revenir maintenant
en France. Je pense que vous avez peut-être une petite idée de ce qui va se passer, ou peut-être pas. Je vous donne un petit indice. C'est quelque chose que nous n'avons encore jamais fait sur l'épisode. Et la prochaine œuvre vient directement d'une personne de l'équipe de l'Art de Dire, que vous connaissez déjà très bien. Elle s'appelle Oumaima. Et j'espère que vous allez adorer sa prestation. Oumaima, nous avons de la chance de t'avoir à nos côtés aujourd'hui. Tu vas nous interpréter une œuvre qui vient tout droit de la Tunisie. J'ai envie que tu nous en dises un peu plus. Qui tu es? Pourquoi la France? Pourquoi cette œuvre? Pourquoi toi? Merci Aïcha. Alors tout d'abord, je veux dire que c'est moi qui suis chanceuse d'être là aujourd'hui. Moi, j'ai 25 ans, je suis née et j'ai grandi en Tunisie. Aujourd'hui, je suis toulousaine par adoption. Donc le fait d'avoir choisi de me lancer dans une nouvelle expérience loin de mes proches m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de problématiques. Sociable et humble comme je suis, j'étais dans une optique sky is the limit pour moi. Donc j'ai fréquenté des personnes de toutes les couleurs, j'ai fait beaucoup d'autostop, j'ai fait pas mal de voyages, je dirais. Et tout ça, ça a fait en sorte que j'ai eu des expériences inédites. Et ça m'a permis de voir des causes de plus près et d'avoir un œil neuf sur les actualités et sur ce qui se passe autour de moi. J'ai envie que tu nous en dises maintenant un peu plus sur l'œuvre en question. Tu nous fais attendre, tu te laisses désirer, Oumaima. Donc pourquoi j'ai eu envie de parler de ce sujet et de chanter cette chanson, c'était surtout suite au discours du 21 février 2023 du président tunisien qui a réclamé des mesures urgentes contre l'immigration clandestine d'Africains subsahariens en Tunisie, en affirmant que leur présence était source de violences, de crimes et d'actes inacceptables. Donc moi, quand j'ai su tout cela, quand j'ai vu tout ça sur les médias, j'étais dans un autre état, honnêtement. Ça m'a beaucoup touchée. Je sentais que j'étais déçue, triste, et que le représentant de mon pays, il a parlé de quelque chose qui ne me ressemble pas et qui ne ressemble pas à mes valeurs et à mes principes. Donc je me disais, impossible de me taire, même si je me sentais incapable de faire quoi que ce soit. Mais en même temps, ça m'a beaucoup touchée, je me sentais triste, je me sentais en désespoir, honnêtement. Donc je me disais, il faut que je préserve ma santé mentale après tout. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de chanter Kalmti Harra, une chanson d'Emel Mathlouthi qui a été performée pendant la cérémonie du prix Nobel de 2015, obtenue par la Tunisie. Et tout ça, c'est parce que cette chanson, elle me donne beaucoup de courage et beaucoup d'amour aussi. Merci Oumaima. Si je retiens une chose de ce que tu viens de dire, c'est impossible de se taire, de me taire. C'est beau, c'est militant. Pourquoi est-ce que tu as envie de partager ce message aux autres? Cette chanson me donne beaucoup de courage pour continuer à défendre les causes qui sont importantes pour moi. Oser hausser ma voix quand il le faut et m'exprimer librement. Je crois beaucoup en la puissance des paroles de cette chanson, la chanson d'Emel, la militante, la féministe Emel. Elle me donne beaucoup d'énergie positive pour ne jamais baisser les bras et continuer à défendre des causes nobles qui me représentent. J'ai envie de dire à toutes les personnes qui m'écoutent que je vais essayer, tant que je suis en vie, de lutter pour la tolérance, la justice, peu importe la langue ou le genre de la personne qui m'appelle. C'est le message que je veux faire passer à travers cette chanson. Je vais maintenant laisser Oumaima prendre son élan.
يخافوش أنا أسرار ما يموتوش أنا صوت المرخوش أنا حر وكلمتي حرة أنا حر وكلمتي حرة ما تنساش زرع الخبزة وما تنساش زرع الغصة وما تنساش خين الويل أنا أحرار ما يخافوش أنا أسرار ما يموتوش أنا صوت المرخوش أنا سر الوردة الحمراء اللي يعشقوا حمرتها سنين اللي دفنوا ريحتها نهار وخرجت بالحافة النار نادي على On ne peut pas changer ce système en faisant la même chose que ce système a fait. Si on devient aussi négatif qu'eux et qu'on les combat de cette façon, on en arrive au même point. Ça n'aide pas. Il faut rester positif en restant conscient de ce qui se passe sans l'ignorer. Il faut avoir cette joie de vivre, cette ouverture, cette positivité, parce que la négativité, elle, se détruit par elle-même. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut construire le monde qu'on veut voir dans notre futur. Un texte de Nassim Haramein et une chanson d'Emel Mathlouthi. Merci. Merci à toi, Oumaima, pour cette superbe, belle interprétation de la chanson. Je ne comprends pas l'arabe tunisien, mais en tout cas, tu m'as donné des frissons. Et j'espère que les auditeurs et auditrices ont compris l'émotion que tu as véhiculée, certainement le sentiment et les paroles derrière pour les personnes qui comprennent l'arabe. Merci beaucoup. Chers auditeurs et auditrices, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous y avons mis du temps, du cœur et de l'énergie pour vous montrer à quel point les gens sont motivés, impliqués, ont des choses à dire, ont des sentiments qu'ils veulent faire comprendre et passer aux autres. L'éloquence, c'est aussi ça, transmettre l'émotion. Et j'espère que vous l'avez écouté jusqu'au bout. Et en attendant le prochain épisode qui sortira le mois prochain, on vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois. Merci à tous. Au revoir.